Le monde est un chaos. Il l'a toujours été et le sera toujours. Tu peux te plaindre, tu peux crier dans le vide, tu peux chercher des coupables, mais rien de tout cela ne changera la réalité. La seule chose que tu peux vraiment changer, c'est toi-même. Nous vivons piégés dans une tempête constante de pensées, de soucis et d'attentes qui ne nous laissent jamais en paix. Nous voulons tout contrôler, mais la vie nous crache au visage en nous rappelant combien nous sommes insignifiants. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme, une philosophie qui ne sucre pas la réalité, qui ne te donne pas de faux espoirs, mais qui t'apprend à affronter la vie avec un esprit inébranlable. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, ni d'être un robot sans émotion. Il s'agit d'apprendre à contrôler ce qui est vraiment entre nos mains, notre perception, notre attitude et nos décisions. Parce que lorsque tu parviens à maîtriser ton esprit, lorsque tu es capable de regarder l'adversité en face sans scier, alors tu es vraiment libre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 stratégies stoïciennes qui t'aideront à apaiser ton esprit et à trouver l'équilibre au milieu du chaos. Ce ne sont pas de simples conseils d'auto-assistance, ce sont des outils que les grands philosophes ont utilisés à une époque où la vie était bien plus dure que ce que toi ou moi pourrions imaginer. Si elles ont fonctionné pour eux, elles peuvent fonctionner pour toi. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un jeu. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment de la force mentale, tu devras être prêt à défier tout ce que tu crois savoir sur la vie. N'attends pas le confort, attends la vérité, commençons. 1. Maîtrise la boussole de ta vie. La plupart des gens sont à la dérive. Ils vivent sans direction, sans but, se laissant emporter par le courant des attentes des autres. Un jour, ils veulent une chose. Le lendemain, ils en veulent une autre. Leurs émotions dictent leurs actions et ils finissent par être pris dans un cycle d'insatisfaction et de vide. Ils n'ont pas de contrôle, ils n'ont pas de boussole. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Si tu ne contrôles pas ta direction, quelqu'un d'autre le fera pour toi. La société, les opinions des autres, les tendances éphémères, tous voudront décider pour toi. Et tu sais ce qui se passe quand tu donnes ta vie à d'autres ? Tu finis par vivre la vie d'un étranger, un reflet flou de ce que tu as toujours voulu être. Marc Aurèle l'avait bien compris. Ne laisse pas ton esprit devenir la propriété d'autrui. Et pourtant, la plupart le font. Leurs pensées, leurs peurs, leurs décisions, tout est influencé par des forces externes. Ils vivent comme des feuilles au vent, se déplaçant sans contrôle dans la direction que souffle le courant. Mais tu n'es pas une feuille. Tu es le navigateur, et tout navigateur a besoin d'une boussole. La première question que tu dois te poser est « Que diable veux-tu dans la vie ?» Pas ce que veulent tes parents, pas ce que la société t'impose, pas ce qui te fait paraître bien sur les réseaux sociaux. Ce que tu veux vraiment. Si tu ne le sais pas, tu as déjà un problème. Car une personne sans direction est comme un bateau sans gouvernail. Il bouge, mais n'arrive nulle part. Pose-toi cette question tous les jours jusqu'à ce que la réponse soit claire comme de l'eau. Quel est mon but? Quelle vie veux-je construire? Quelles valeurs définissent mon chemin? Et une fois que tu l'as bien en tête, fais-en ta maudite religion. Peu importe ce qui se passe, peu importe les distractions, peu importe si les autres te traitent de fou. Ta boussole doit toujours pointer dans la même direction. Les stoïciens comprenaient que sans but, l'esprit s'affaiblit. Quand tu ne sais pas quel chemin prendre, chaque obstacle te semblera un mur. Mais quand tu as une destination claire, chaque défi n'est qu'une marche de plus sur ton chemin. La discipline naît du but. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Et si ta boussole est solide, aucun coup de la vie ne pourra te détourner. Mais écoute-moi bien, ce chemin ne sera pas facile. N'attends pas de soutien. N'attends pas de motivation externe, n'attends pas de validation. C'est toi contre le monde. Et c'est là le véritable pouvoir. Parce que quand tu décides qui tu es et où tu vas, personne ne peut t'arrêter. Alors maintenant dis-moi, vas-tu continuer à dériver ou vas-tu prendre le maudit contrôle de ta vie? Choisis et ne regarde pas en arrière. 2. Embrasse la réalité, ne lutte pas contre elle. Regarde autour de toi. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais.
Peut-être as-tu grandi en croyant que si tu faisais tout bien, les choses tourneraient en ta faveur, que l'effort est toujours récompensé, que le destin a un plan parfait pour toi. Mais un jour, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Tu vois des gens travailleurs qui survivent à peine, tandis que d'autres, sans lever le petit doigt, ont plus que tu ne pourrais jamais imaginer. Tu vois de bonnes personnes souffrir et des gens misérables réussir. Et que fais-tu? Tu te mets en colère. Tu te demandes pourquoi le monde est ainsi, comme si ton indignation allait le changer. Mais la réalité ne doit d'explication à personne. Tu peux maudire ta malchance, tu peux crier au ciel en espérant une réponse. Mais je vais te dire quelque chose, elle ne viendra pas. L'univers ne va pas s'arrêter pour arranger les choses parce que tu ne les aimes pas. La vie suit son cours, indifférente à tes plaintes. Et plus tôt tu l'accepteras, moins tu souffriras. Épictète l'a mieux compris que quiconque. Ne prétends pas que les événements se passent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements se passent comme ils se passent, et tu auras la paix. Cela ne signifie pas que tu dois devenir un conformiste, mais que tu dois apprendre à jouer avec les cartes qui te sont données au lieu de pleurer pour celles que tu n'as pas. Pense-y. Quand tu te mets en colère parce que quelque chose n'a pas tourné comme tu le voulais, qu'est-ce que tu accomplis? Rien. Tu t'épuises seulement. Tu remplis seulement ton esprit de bruit. C'est comme se battre contre une tempête en espérant que la pluie s'arrête à cause de ta colère. Ça ne marche pas comme ça. La réalité est immuable. C'est un mur. Tu peux te heurter à lui jusqu'à te briser les os ou tu peux trouver un moyen de le contourner. Mais une chose est claire, le mur ne bougera pas pour toi. Accepter la réalité ne signifie pas abandonner. Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer et te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tu as perdu de l'argent, quelqu'un t'a trahi, tu as échoué dans quelque chose d'important. Bien. Et maintenant, tu restes à te lamenter ou tu te relèves et tu continues à avancer. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de contrôler comment tu y réagis. Parce que la réalité ne s'adapte pas à toi, c'est toi qui dois t'adapter à la réalité. Alors écoute-moi bien, la vie ne te donnera pas de garantie. Elle ne te promettra pas que les choses seront comme tu l'espères. Mais si tu apprends à embrasser la réalité au lieu de lutter contre elle, tu deviendras plus fort que n'importe quelle tempête. Et pendant que les autres continueront à perdre leur temps à se plaindre, tu seras déjà plusieurs pas en avant, avançant sans regarder en arrière. 3. Fais de la gratitude ton encre quotidienne. Si je te disais qu'il existe un outil capable de renforcer ton esprit, de réduire le stress et de te rendre plus résistant face aux coups durs de la vie, l'utiliserais-tu? Cela semble simple, mais la plupart l'ignorent. La gratitude. Pas la version bon marché que tu trouves dans les phrases d'auto-assistance. Pas le typique « sois positif et tout ira bien ». Non. Je parle d'une gratitude réelle, crue et consciente. Celle que les stoïciens pratiquaient lorsqu'ils savaient que chaque jour pouvait être le dernier. Imagine que tu te réveilles un jour et que tout ce que tu as a disparu. Il n'y a pas de lit, pas de toit, pas de nourriture, personne à tes côtés, juste le vide. Comment te sentirais-tu? Maintenant, reviens à la réalité et rends-toi compte que tu as encore tout cela. La question n'est pas combien tu peux obtenir de plus, mais combien tu as déjà et que tu ne valorises pas. Le problème est que nous vivons dans une illusion où tout semble garanti. Tu supposes que tu te réveilleras demain, que cette personne sera toujours là, que ton corps continuera à fonctionner comme d'habitude. Mais la vie n'opère pas selon tes termes. Regarde-le comme un verre d'eau. Quelqu'un qui meurt de soif dans le désert le verrait comme un miracle. Mais toi, qui as accès à l'eau tous les jours, tu ne lui prêtes guère attention. La valeur des choses ne réside pas en elles-mêmes, mais dans la conscience que nous avons de leur présence. Et c'est là que réside la clé. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui leur manque, mais de ce qu'ils n'apprécient pas. Si tu veux apaiser ton esprit, brise le cycle. Fais de la gratitude une habitude, mais pas de manière superficielle. Il ne s'agit pas d'écrire 3 belles choses dans un journal, et c'est tout. Il s'agit de t'arrêter,
de regarder ce que tu as et de comprendre vraiment que tu pourrais ne pas l'avoir. Il s'agit d'ouvrir les yeux et de réaliser que, même si la vie n'est pas parfaite, tu as plus que tu ne le penses. Chaque jour, consacre un moment à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai maintenant que je pourrais perdre demain? Peut-être est-ce ta capacité à bouger, à voir, à entendre. Peut-être est-ce la personne à tes côtés, le toit au-dessus de ta tête, l'opportunité de te battre pour quelque chose de mieux. Peu importe ce que c'est, ressens-le vraiment. Et si tu veux donner encore plus de pouvoir à cette pratique, fais ce que les stoïciens appelaient visualisation négative. Imagine un instant que tu as tout perdu. Si demain tu te réveillais et que rien de ce que tu as aujourd'hui n'était là, comment te sentirais-tu? Maintenant reviens à la réalité et comprends que tu as encore tout cela. La gratitude n'est pas un joli concept, c'est une arme contre l'anxiété, la frustration et l'insatisfaction. C'est un rappel que, même si le chaos t'entoure, tu as encore plus que tu ne le penses. Et quand tu l'intériorises, quelque chose change en toi. Tu ne vis plus en poursuivant des choses externes pour te sentir complet. Tu commences à voir l'abondance dans ce que tu as déjà, parce que la paix mentale ne vient pas d'avoir plus. Elle vient de réaliser que tu n'as jamais manqué de rien. 4. Affronte la peur avant qu'elle n'arrive. La peur est le tueur silencieux de la paix mentale. On ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là, toujours à l'affût, te chuchotant des doutes, te paralysant avant même que quelque chose ne se produise. Ce n'est pas la réalité qui nous tourmente, mais l'anticipation de ce que nous croyons qui pourrait arriver. Et là est le piège. La plupart de nos peurs ne se réalisent jamais. Nous passons des jours, des semaines, voire des années à nous inquiéter pour des scénarios qui n'arrivent jamais, hypothéquant notre tranquillité pour des fantômes qui n'existent que dans notre tête. Les stoïciens avaient une solution simple mais brutale à cela. Affronter la peur avant qu'elle n'arrive. Au lieu de fuir l'incertitude, ils la regardaient en face et la désarmaient avant qu'elle ne puisse les consumer. Ils se demandaient « Quel est le pire qui puisse arriver ?» Et ils ne se contentaient pas de le penser, ils le visualisaient avec cruauté, avec un réalisme absolu, sans fioriture ni excuse. Perdre ton travail, te retrouver sans argent, échouer devant les autres, tout cela, en théorie, semble terrifiant. Mais quand tu te forces à détailler le scénario, quand tu décomposes ses conséquences sans dramatisation, tu te rends compte de quelque chose de surprenant. La plupart des peurs sont beaucoup plus petites qu'elles ne le semblaient dans ta tête. Imagine-toi perdant tout. Pas une pensée vague, mais une image claire. Sans argent, sans soutien, sans issue facile. Que ferais-tu? Au début, la réponse est la panique. Mais si tu continues à explorer, tu commences à voir des alternatives. Tu trouverais un moyen de t'en sortir, parce qu'il y en a toujours un. Tu mangeras moins. Tu chercheras un endroit où dormir. Tu travailleras à ce qu'il faut pour te reconstruire. Difficile? Oui. Impossible? Non. Et voici le point clé. Quand tu visualises le pire et que tu te rends compte que tu pourrais le supporter, la peur perd de sa puissance. Sénèque pratiquait cela physiquement. De temps en temps, il vivait comme s'il avait déjà tout perdu. Il s'habillait avec les vêtements les plus simples, mangeait le minimum, dormait sur le sol. Non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il prouvait ainsi qu'il pouvait survivre avec peu. Et quand tu sais que tu peux survivre avec peu, tu arrêtes de craindre de tout perdre. Maintenant, applique cela à ta vie. Pense à ce que tu crains le plus, le rejet, l'échec, la perte. Au lieu d'éviter ces pensées, plonge-toi dedans. Démonte chaque peur jusqu'à son noyau et demande-toi, si cela arrivait, serait-ce vraiment la fin? Tu verras que dans la plupart des cas, la réponse est non. La vie continuerait et tu trouverais un moyen de t'adapter. Parce que la peur n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas l'affronter. Plus tu l'ignores, plus elle grandit dans l'ombre, plus elle te contrôle. Mais quand tu l'exposes à la lumière, quand tu l'analyses sans pitié, elle se rétrécit jusqu'à devenir insignifiante.
Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de nier le danger, mais de comprendre que la peur n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Et quand tu apprends à la regarder en face, tu découvres qu'elle n'a jamais été aussi grande que tu le pensais. La prochaine fois que la peur t'attaquera, ne fuis pas. Attrape-la, décompose-la, démonte-la pièce par pièce jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Parce qu'à la fin de la journée, la pire prison est celle que tu construis dans ton esprit. Et si tu apprends à te libérer de celle-ci, rien ne pourra t'arrêter. 5. Ancrer ton esprit ici et maintenant. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Il court sans contrôle entre le passé et le futur, revivant des erreurs, se préoccupant de ce qui va venir, pris dans une tempête de pensées qui ne s'arrête jamais. Et le pire de tout, c'est qu'il est très rarement au seul endroit où tu as réellement du pouvoir, le présent. Tu passes tes journées à traîner des culpabilités du passé, à penser à ce que tu aurais pu faire mieux, à ce que tu aurais dû dire, au chemin que tu n'as pas pris. Ou pire encore, tu te précipites vers un futur qui n'existe pas encore, imaginant tous les échecs possibles, toutes les choses qui pourraient mal tourner. Et pendant ce temps, la vie continue, et tu n'es pas là pour la vivre. Mais dis-moi, à quoi cela te sert-il de te préoccuper de ce qui s'est déjà passé? Peux-tu le changer? Non. Et ce qui vient, ce qui te terrifie de l'avenir, est-ce sous ton contrôle en ce moment? Non plus. La seule chose réelle est ce moment. Tout le reste est un piège de l'esprit, une prison sans barreaux, mais tout aussi étouffante. Pense à ceci. Combien de fois as-tu ressenti de l'anxiété pour des choses qui ne se sont jamais produites? Combien de fois es-tu resté éveillé la nuit, inquiet pour des problèmes qui, finalement, se sont résolus d'eux-mêmes ou n'ont même jamais existé? Ton esprit crée plus de souffrance que la réalité ne pourra jamais t'en causer. La plupart de nos soucis ne sont que des ombres, des illusions qui ne se concrétisent jamais. Et pourtant, nous les nourrissons comme si elles étaient réelles. Vivre dans le présent ne signifie pas oublier le passé ou ne pas planifier l'avenir. Cela signifie que tu ne gaspilles pas ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Si quelque chose s'est déjà produit, à quoi bon se lamenter? Apprends, ajuste et continue d'avancer. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, à quoi bon t'angoisser? Occupe-toi de ce que tu peux faire aujourd'hui. Tout le reste n'est que du bruit. Imagine que tu traverses un pont. Le pont représente le présent. Derrière toi, le chemin que tu as laissé derrière. Devant, un sentier couvert de brouillard. Si tu t'arrêtes trop longtemps à regarder en arrière, tu trébucheras. Si tu cours trop vite vers l'avant sans regarder où tu mets les pieds, tu tomberas. Mais si tu te concentres sur chaque pas que tu fais, ferme et conscient, tu arriveras de l'autre côté sans problème. C'est le pouvoir de vivre dans le présent. Alors quand ton esprit commence à divaguer, quand les pensées sur le passé ou le futur essaient de t'attraper, fais ceci. Arrête-toi. Respire. Sens le sol sous tes pieds. Écoute les sons autour de toi. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. Parce que si tu n'apprends pas à contrôler ton attention, tu vivras une vie empruntée, coincée dans des temps qui n'existent pas. Le présent est tout ce que tu as. C'est là que se passe la vie, où tu prends des décisions, où tu peux changer les choses. Si tu réussis à ancrer ton esprit ici, rien ne pourra te secouer. Ni les erreurs d'hier, ni les peurs de demain. Juste toi, ici et maintenant, avec le contrôle absolu de ta vie. Parce qu'au final, la véritable paix de l'esprit ne se trouve pas ailleurs, ni à un autre moment. Elle est ici, en cet instant précis. Et seuls ceux qui apprennent à vivre dans le présent peuvent dire qu'ils sont vraiment vivants. 6. Libère-toi du bruit et du poids inutile. Ton esprit est comme une pièce. Si elle est en désordre, pleine de choses inutiles, sans espace pour bouger, tu te sentiras étouffé, accablé, sans clarté. Il en va de même pour ta vie. Tu portes trop de bruit, trop de soucis inutiles, trop de choses qui en réalité n'apportent rien, qui ne font que te peser. Et le pire, c'est que bien souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Pense à ceci. Combien de choses dans ta vie comptent vraiment? Je ne parle pas de ce qu'on t'a dit qui devrait compter pour toi, mais de ce qui a vraiment de la valeur. Parce que si tu examines honnêtement,
tu te rendras compte qu'une grande partie de ton angoisse provient de choses sans importance. Les opinions des autres, les problèmes insignifiants, les distractions constantes. Tout ce bruit occupe un espace énorme dans ton esprit et ne te laisse pas en paix. Nous vivons à une époque où l'information ne s'arrête jamais, où tout le monde crie son opinion, où les problèmes d'inconnus sur Internet semblent être plus importants que notre propre paix. Mais dis-moi, qui gagnes-tu? Rien. Juste du stress, de l'anxiété, un esprit surchargé de pensées qui ne sont même pas les tiennes. Et si ton esprit est plein de bruit, tu ne trouveras jamais de clarté. Les stoïciens étaient radicaux à ce sujet. Ils comprenaient que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux choisir sur quoi tu concentres ton énergie. Et la vérité est celle-ci. Si quelque chose ne contribue pas à ta croissance, c'est un poids mort. Si quelque chose ne fait que te causer du souci sans but, c'est un obstacle. Et si quelque chose ne te rapproche pas de la vie que tu veux, ça t'en éloigne. C'est aussi simple que ça. Alors, fais un inventaire mental. Examine ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit tous les jours. Demande-toi, est-ce que cela m'aide ou est-ce que cela me distrait seulement? Est-ce que cela me renforce ou est-ce que cela me draine? Si cela ne fait qu'occuper de l'espace sans apporter de valeur, laisse-le partir. Tu n'as pas besoin d'être au courant de chaque mauvaise nouvelle. Tu n'as pas besoin de connaître l'opinion de chaque personne sur chaque sujet. Tu n'as pas besoin de discuter de choses qui ne changeront pas ta vie du tout. Et il ne s'agit pas seulement d'informations. Il s'agit aussi de personnes, d'environnement, d'habitudes. Entoure-toi de ce qui te renforce, élimine ce qui t'affaiblit. Tu n'as pas à porter des relations qui ne font que t'épuiser. Tu n'as pas à rester dans des endroits où tu ne grandis pas. Tu n'as pas à continuer à faire des choses simplement parce que tu les as toujours faites. Élimine sans peur. Parce que si tu continues à t'accrocher à ce qui n'ajoute rien, tu n'auras jamais de place pour ce qui compte vraiment. Le silence est puissant. Lorsque tu élimines le bruit, lorsque tu laisses partir ce qui est inutile, tu trouves quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais. La clarté. Et avec la clarté, tout change. Tu prends de meilleures décisions, tu vis avec plus d'intention, tu arrêtes de réagir par inertie et tu commences à agir avec un but. Tu deviens le maître de ton esprit au lieu d'être son prisonnier. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu peux lâcher aujourd'hui? Quelle distraction, quel souci inutile, quel fardeau inutile peux-tu laisser derrière toi pour faire de la place à quelque chose de mieux? Parce que la tranquillité ne vient pas d'avoir plus, mais d'apprendre à vivre avec moins. Et quand tu maîtrises cela, la paix que tu cherches tant cesse d'être une illusion et devient ton état naturel. 7. Ne sois pas esclave de tes émotions. S'il y a quelque chose qui peut te détruire plus rapidement que n'importe quel ennemi externe, c'est ton propre esprit incontrôlé. Les émotions mal gérées sont un poison. Si tu les laisses te gouverner, tu deviens un prisonnier des impulsions, réagissant sans réfléchir, laissant la colère, la peur ou la tristesse dicter ton destin. Et voici la dure vérité. Personne qui est esclave de ses émotions n'est véritablement libre. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose que tu as regretté par la suite parce que tu étais trop énervé, trop anxieux ou trop euphorique? C'est le problème. Lorsque tu te laisses emporter par l'émotion du moment, tu perds en clarté. Tu ne penses pas, tu réagis simplement. Et bien souvent, ces réactions finissent par te coûter plus cher que le problème initial. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens. Il s'agit de le contrôler. Il s'agit de comprendre que l'émotion en elle-même n'est pas le problème, mais ce que tu en fais. La colère n'est pas mauvaise si tu la canalises correctement. La peur n'est pas mauvaise si tu l'utilises pour te préparer. La tristesse n'est pas mauvaise si tu la transformes en apprentissage. Le problème est lorsque tu les laisses te dominer, lorsque tu deviens leur marionnette et que tu prends des décisions impulsives qui finissent par te ruiner.
Imagine un guerrier en pleine bataille. S'il se laisse emporter par la colère, il attaque sans réfléchir et finit par mourir. S'il se laisse emporter par la peur, il se fige et se fait transpercer. Mais s'il utilise la colère comme carburant, s'il utilise la peur comme avertissement, alors il garde la tête froide et survit. C'est le véritable contrôle. Non pas éliminer les émotions, mais les apprivoiser, les transformer en outils plutôt qu'en chaînes. Alors, la prochaine fois qu'une émotion forte te frappe, ne réagis pas immédiatement. Arrête-toi. Analyse. Demande-toi, ce que je ressens, est-il réel ou est-ce simplement une réaction exagérée de mon esprit? Vaut-il la peine de dépenser mon énergie pour cela? Comment vais-je me sentir à propos de cette décision dans une semaine, dans un mois, dans un an? Parce que ce qui semble important dans la chaleur du moment devient presque toujours insignifiant avec le temps. Ne laisse pas une émotion momentanée détruire ce que tu as construit. Ne permets pas à un instant de colère de ruiner des relations, à une crise d'anxiété de paralyser tes plans, à une tristesse passagère de te faire croire que tout est perdu. Garde l'esprit ferme, maîtrise tes émotions ou elles te domineront. La véritable force n'est pas de frapper plus fort, mais d'avoir la discipline de ne pas frapper quand ce n'est pas nécessaire. Parce qu'au final, la victoire dans la vie n'est pas pour celui qui réagit le plus, mais pour celui qui sait quand agir et quand laisser passer. Et si tu réussis cela, si tu réussis à être le maître de tes émotions plutôt que leur esclave, alors tu deviens inébranlable. Et quand rien ne peut te secouer, rien ne peut t'arrêter. 8. Lâche l'attachement, trouve la vraie liberté. Beaucoup pensent que le bonheur réside dans ce qu'ils possèdent, dans ce qu'ils ont accompli, dans les personnes qui les entourent. Et c'est là leur erreur. Non pas parce que ces choses n'ont pas d'importance, mais parce qu'ils ont construit leur identité autour d'elles. Ils s'accrochent à l'extérieur comme s'ils faisaient partie d'eux. Et quand ils le perdent, ils s'effondrent. Mais dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui dans cette vie t'appartient vraiment? Ton argent, une mauvaise affaire et il disparaît. Ton statut, un simple scandale et il s'évapore. Tes relations, aujourd'hui elles sont là, demain peut-être pas. Rien ne t'appartient vraiment. Et plus tôt tu comprendras cela, plus tôt tu arrêteras de vivre dans la peur. Car c'est le piège de l'attachement. Il te rend faible. Il te rend dépendant de choses que tu ne peux pas contrôler. Il te remplit d'anxiété à l'idée de perdre ce que tu penses avoir besoin. Mais la vérité est que tu n'as besoin de rien d'autre que de toi-même. Pense à combien de fois tu as souffert plus de la perte de quelque chose que de l'acte lui-même. Ce n'était pas l'objet, la personne ou l'opportunité qui faisait mal, c'était ton attachement à cela. Nous ne voulons pas lâcher prise parce que nous pensons que sans cela, nous ne serons pas les mêmes. Mais si quelque chose d'extérieur définit qui tu es, tu n'as jamais été libre pour commencer. Les stoïciens vivaient avec ce principe à l'esprit. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient amor fati, aimer le destin tel qu'il est, sans s'accrocher à rien. Si quelque chose de bon arrive, profites-en. Si cela part, laisse-le partir. Non pas parce que cela ne t'importe pas, mais parce que tu comprends que cela ne t'a jamais appartenu. Et quand tu penses ainsi, tu te libères. Imagine un instant que tu perds tout, non pas comme une pensée dépressive, mais comme une expérience mentale. Ton argent, ta réputation, ta stabilité, tout disparaît. Serais-tu toujours toi? Si la réponse est non, alors tu n'as jamais vraiment été toi. Tu n'étais qu'une somme de choses extérieures. Mais si tu peux te voir sans rien et pourtant sentir que tu es toujours fort, alors là est la vraie liberté. Je ne dis pas que tu ne devrais pas profiter de ce que tu as. Profite, prends soin, valorise, mais comprends que tout est temporaire. Et quand quelque chose part, laisse-le partir sans résistance. Parce que si tu vis dans la peur de perdre, tu ne profites jamais de ce que tu as. Si tu t'accroches à quelque chose d'extérieur, cette chose te contrôle. Et ce qui te contrôle te possède. Alors arrête de vivre avec des chaînes invisibles. Ne mets pas ton bonheur dans ce que tu peux perdre. Parce que le seul que tu es vraiment, le seul que personne ne peut te prendre, c'est toi-même. Et quand tu comprends cela, quand tu lâches l'attachement et acceptes l'impermanence de tout,
rien ne peut te briser. Parce que tu n'es plus un esclave de l'extérieur, tu es libre. 9. Trouve du pouvoir dans la solitude. La solitude est perçue comme une ombre à éviter. On la craint, on la rejette, on la comble de bruit pour ne pas avoir à l'affronter. Mais la solitude n'est pas le problème. Le problème est que tu n'as jamais appris à être avec toi-même. Et si tu ne peux pas supporter ta propre compagnie, alors tu as un problème plus grand que tu ne le penses. Depuis que tu es enfant, on t'apprend que la validation vient de l'extérieur, que tu as besoin de l'approbation des autres, que être seul est un échec, que si tu n'appartiens pas à un groupe, quelque chose ne va pas avec toi. Mais dis-moi, combien de fois as-tu trahi ce que tu voulais vraiment juste pour t'intégrer? Combien de fois as-tu supporté des conversations sans intérêt, des compagnies vides et des situations que tu ne voulais pas juste pour éviter le silence? Combien de fois t'es-tu entouré de personnes qui ne t'apportaient rien juste pour te distraire de toi-même? La solitude n'est pas une punition, c'est un test de ta force, sans distraction, sans applaudissement, sans la fausse sécurité que quelqu'un d'autre soutienne ton estime de toi. C'est dans la solitude que tu découvres qui tu es vraiment, sans masque, sans influence, sans le besoin d'impressionner qui que ce soit. Et si tu es incapable d'être seul, cela signifie que tu n'as pas encore construit une identité assez forte. Les stoïciens ne fuyaient pas la solitude, ils la cherchaient. Ils savaient que dans le silence se trouvait la clarté. Quand tu te déconnectes du bruit extérieur, quand tu te confrontes seul à tes pensées, tu te rends compte de ce qui est vraiment important et de ce qui n'est que distraction. Mais peu ont le courage de le faire. La plupart remplissent leur journée de bruit, de divertissement et de compagnie superficielle pour éviter une rencontre avec eux-mêmes. Mais dis-moi, si la première chose que tu fais quand tu es seul est de chercher des distractions, si tu ne peux pas passer un moment sans remplir le vide avec du bruit extérieur, as-tu vraiment le contrôle de ton propre esprit? Je ne dis pas que tu dois vivre isolé. Les connexions humaines sont importantes, mais elles ne doivent pas être une béquille. Tu n'as pas besoin de la présence de quelqu'un d'autre pour te sentir complet. La différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un de faible est que le faible cherche de la compagnie pour ne pas affronter son vide, tandis que le fort choisit avec qui être parce qu'il se sent déjà complet seul. Si tu apprends à trouver la paix dans la solitude, personne ne pourra te manipuler, personne ne pourra te retirer ton centre, personne ne pourra te faire sentir que tu as besoin de son approbation pour exister. La véritable indépendance n'est pas dans l'argent ni dans le succès, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour te sentir bien avec toi-même. Alors, pose-toi cette question. Es-tu capable d'être seul, en silence, sans distraction, sans te sentir mal à l'aise? Si la réponse est non, alors c'est là le problème que tu dois résoudre, parce que le jour où la solitude cessera de te faire peur, tu deviendras invincible. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Une chambre désordonnée reflète plus que ce que l'on voit à première vue. Ce n'est pas seulement de la poussière et des objets hors de leur place, c'est aussi le poids de ce qui s'est accumulé, les choses qui n'ont jamais été utilisées, les souvenirs qui ne servent plus et le manque d'espace pour le nouveau. C'est aussi la vie quand elle est remplie de charges émotionnelles, de mauvaises habitudes et de promesses qui n'ont jamais été tenues. Il est difficile d'avancer, de respirer et même de perdre la clarté pour décider où aller. Ranger sa vie n'a rien à voir avec l'apparence ou la perfection, mais avec la survie. Parce que tant qu'on est entouré de bruit, de distraction et de dépendance, l'essentiel reste enfoui. Le stoïcisme l'a compris comme peu d'autres. La liberté n'arrive pas en ajoutant plus, mais en se débarrassant de l'inutile. Elle n'apparaît pas quand tout est calme à l'extérieur, mais quand l'esprit se renforce pour résister à n'importe quelle tempête. Cette vidéo ne cherche pas à embellir avec des mots doux ni à donner des conseils faciles à oublier. Ici,
on parle sérieusement, avec la dureté de la réalité et avec la clarté qui dérange, parce que c'est la seule chose qui réveille. Si la vie semble lourde, si les heures se perdent sans direction et que le vide continue de grandir, alors il est temps de prendre des décisions fermes. Ce que vous entendrez ensuite ne sont pas des formules magiques, mais des stratégies stoïciennes pratiques qui exigent discipline, courage et détermination. Des stratégies qui, si elles sont appliquées avec conviction, ordonneront l'esprit, libéreront le cœur et rendront le contrôle de votre chemin. Ici commence ce processus que vous pourrez contrôler. 1. Récupérer la liberté intérieure. Marcher dans un marais avec des chaînes attachées aux chevilles est l'équivalent de vivre piégé par les vices, les impulsions et les habitudes automatiques. Chaque pas devient lent, épuisant, et même si la sortie est proche, on n'avance jamais parce que ce que l'on traîne pèse plus que la volonté de sortir. C'est la réalité de beaucoup de personnes qui croient être libres, mais qui sont en réalité prisonnières de ce qu'elles répètent sans réfléchir. Parler de liberté intérieure n'est pas un discours philosophique qui reste dans les livres, c'est un appel à couper ces chaînes invisibles qui déterminent chaque décision et chaque échec. Les stoïciens comprenaient que la véritable esclavage n'était pas celui imposé par les autres, mais celui que l'on accepte soi-même en cédant sa volonté aux désirs et aux impulsions. Aujourd'hui, cet esclavage se déguise en addiction au téléphone, à la consommation excessive, aux besoins d'approbation ou aux petits plaisirs qui semblent inoffensifs, mais qui minent peu à peu la discipline. Chaque fois qu'un acte automatique est répété, sans se demander s'il apporte ou détruit, on cède un peu plus de contrôle à quelque chose d'externe. Le problème n'est pas de profiter, mais de dépendre. Et la dépendance transforme toujours en esclave. Récupérer la liberté intérieure commence par l'acte de s'arrêter et d'observer avec honnêteté. Quelle habitude te gouverne? Quelle impulsion s'empare de ton esprit lorsque tu essaies de te concentrer? Cela peut être l'urgence de vérifier les notifications, le besoin de donner son avis dans des discussions inutiles, l'habitude de manger sans avoir faim ou de dépenser ce que l'on n'a pas. Tous ces gestes répétés s'accumulent jusqu'à modeler un style de vie qui éloigne du but. Les stoïciens enseignaient que se maîtriser soi-même est le plus grand des pouvoirs, et que sans cette conquête personnelle, il n'y a pas d'ordre ni de clarté possible. Le contrôle se récupère en affrontant de front ce qui gouverne dans l'ombre. Il ne suffit pas de le reconnaître, il faut le couper avec fermeté. Cela signifie remplacer les impulsions par des décisions conscientes. Si la main va seule vers l'écran, arrête-toi, respire et choisis une autre action. Si la routine te pousse à faire les mêmes erreurs, romps le schéma avec un changement immédiat. N'attends pas de te sentir prêt, car le confort ne sera jamais un allié dans ce processus. Le stoïcisme enseigne que la discipline ne se discute pas, elle s'exerce. Chaque jour est un entraînement où l'on décide si l'on sera maître de soi-même ou si l'on cédera le contrôle à des caprices. Récupérer la liberté intérieure implique aussi d'accepter l'inconfort. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de comprendre que l'effort et la résistance font partie de la construction du caractère. Celui qui apprend à résister à la tentation aujourd'hui sera capable de supporter de plus grandes épreuves demain sans se briser. L'esprit a besoin de se renforcer tout comme un muscle, et cela nécessite de la constance. Chaque petit acte d'autocontrôle est une victoire silencieuse qui, additionnée, construit la véritable indépendance. La liberté dont parlent les stoïciens n'est pas de faire ce que l'on veut sans mesure, mais d'avoir la capacité de choisir ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est se lever tôt quand la paresse crie le contraire. C'est garder son calme quand la colère pousse à perdre le contrôle. C'est choisir le silence quand la langue veut déchaîner du venin. C'est renoncer à la facilité pour conquérir l'essentiel. C'est être libre, car personne qui dépend d'une impulsion peut dire qu'il a le contrôle de sa vie. Si tu veux vraiment mettre de l'ordre, commence par récupérer cette liberté. 2. Lâcher ce qui n'apporte rien.
Accumuler l'inutile est comme remplir un sac à dos avec des pierres que l'on n'utilisera jamais. Au début, on a l'impression que cela ne pèse pas tant que ça. Mais à chaque pas, le corps se courbe, la respiration devient courte et l'énergie est consommée à porter l'inutile plutôt qu'à avancer léger. La vie est pleine de ces pierres invisibles, des objets dont on n'a plus besoin mais que l'on garde par habitude, des relations que l'on maintient par peur de lâcher prise, des émotions que l'on répète en silence, bien qu'elles ne construisent rien. Et le pire, c'est que la plupart des gens continuent à marcher avec ce poids, croyant que la fatigue et le manque de force sont normaux. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tu ne peux pas te concentrer sur ce qui compte si tu es toujours entouré de ce qui te gêne. Quand tu gardes ce qui n'ajoute rien, tu lui donnes de la place dans ton esprit, dans ton énergie et dans ton temps. Chaque chose que tu conserves sans raison devient un rappel constant que tu n'as pas encore appris à te détacher. L'accumulation n'occupe pas seulement des tiroirs et des étagères, elle remplit aussi la tête de bruit, car chaque objet, chaque lien forcé et chaque pensée inutile devient une ancre qui empêche d'avancer vers ce que tu désires vraiment. Lâcher prise ne signifie pas mépriser ce qui a eu de la valeur à un moment donné, cela signifie reconnaître qu'il a déjà rempli son rôle. Le livre que tu as déjà lu et qui ne fait que prendre la poussière, l'amitié qui a cessé de te nourrir il y a des années, la culpabilité que tu continues de porter bien que l'erreur soit dans le passé, tout cela est un fardeau inutile. S'accrocher à l'inutile, c'est comme essayer de ranimer quelque chose qui est déjà terminé. Et cette résistance à lâcher prise consomme plus d'énergie que l'acte même de laisser aller. Le stoïcien comprend que la clarté vient du vide, pas de la saturation. Ce n'est que lorsque l'espace intérieur est nettoyé que l'on peut voir clairement ce qui compte vraiment. Si l'esprit est plein de ressentiments, de conversations en suspens ou de souvenirs douloureux, il n'y aura pas de place pour de nouvelles expériences ou pour la paix. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est un acte de force, car il exige de faire face à la peur de se retrouver sans rien et de découvrir que, en réalité, l'essentiel a toujours été là. Pratiquer le détachement au quotidien est un exercice de discipline. Commence par le plus simple. Examine ce que tu as dans ton environnement physique et demande-toi si tu l'utilises vraiment ou si tu le conserves par habitude. Fais de même avec ton cercle social. Identifie qui te fait grandir et qui ne fait que consommer ton énergie. Observe tes pensées, détecte celles qui se répètent encore et encore sans rien résoudre et décide de mettre fin à ce cycle. Chaque fois que tu élimines ce qui n'apporte rien, tu récupères de l'espace pour ce qui transforme vraiment. Le détachement ne signifie pas froideur ni indifférence. Il signifie apprendre à valoriser l'essentiel sans être lié à ce qui l'entoure. Un cœur plein de rancœur n'a pas de place pour la gratitude. Un esprit plein de distractions ne peut pas se concentrer sur ce qui est important. Une vie pleine de liens forcés n'ouvre pas la porte à des relations authentiques. Lâcher prise, c'est ouvrir la porte pour que vienne ce qui ajoute vraiment. Si tu veux vraiment mettre de l'ordre dans ta vie, apprends à ne porter que ce qui est nécessaire. Fais du détachement une pratique constante, car chaque jour, la société essaiera de te convaincre que tu as besoin de plus, que tu dois retenir, que perdre est synonyme d'échec. Mais en réalité, perdre ce qui n'ajoute rien est la plus grande victoire. Quand tu lâches prise, tu retrouves la légèreté. Et avec cette légèreté vient la clarté pour avancer sans peur, avec des pas fermes et une direction définie. C'est là la force d'apprendre à lâcher ce qui n'apporte rien. 3. Le pouvoir du pardon. Garder rancune est comme boire du poison en espérant que l'autre s'effondre. C'est un fardeau invisible qui s'installe sur le dos et qui, bien que non perceptible à première vue, consomme de la force, vole de l'énergie et déforme la façon dont on voit le monde. Le ressentiment transforme chaque souvenir en une blessure ouverte qui ne cicatrise jamais parce qu'on insiste à la gratter encore et encore. On pense que pardonner est un cadeau pour l'autre, mais en réalité, c'est une libération pour soi-même. Le stoïcisme comprend le pardon comme une stratégie de liberté.
Il ne s'agit pas de justifier ce qui était mal, ni d'absoudre le coupable. Il s'agit de couper le lien toxique qui unit le cœur au passé. Tant que le ressentiment reste vivant, le présent est contaminé et l'avenir est limité. Chaque pensée de rancœur vole de l'espace qui pourrait être utilisé pour construire, apprendre et avancer. C'est comme traîner une ombre qui couvre chaque pas, empêchant de voir clairement où l'on va. Pardonner n'est pas oublier ni nier ce qui s'est passé. C'est le regarder en face, reconnaître le mal et choisir de ne plus le porter. Le stoïcien sait qu'il n'a pas de contrôle sur ce que les autres ont fait, mais il a le contrôle sur la façon dont il décide de réagir. Si quelqu'un te trahit, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux décider de ne pas être prisonnier de cette blessure pour le reste de ta vie. Le pardon est un acte de pouvoir, car il brise l'illusion que l'autre continue à dominer tes émotions. Pratiquer le pardon exige du courage. Ce n'est pas un processus immédiat ni facile, mais il est nécessaire. Commence par reconnaître quel ressentiment tu portes avec toi, quel souvenir te fait encore mal, quel nom te pèse encore. Écris-le, exprime-le dans un journal ou à voix basse, révèle ce que tu as gardé caché. Ensuite, demande-toi combien il te coûte de porter ce poids, combien d'énergie tu perds à te souvenir de ce que tu ne peux pas changer. Cette prise de conscience est la première étape pour lâcher prise. Le pardon nécessite aussi de l'humilité. Reconnaître que tous, à un moment donné, nous avons échoué, que personne n'est à l'abri de blesser autrui, même sans intention. Cette compréhension ne minimise pas ce qui a été souffert, mais elle ouvre une perspective plus large. Si tu attends de la compréhension pour tes erreurs, tu peux aussi choisir de la donner aux autres. Et la donner non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ta paix intérieure vaut plus que de rester attaché à une chaîne de haine. Ne pas pardonner, c'est perpétuer le mal. Cela signifie que l'erreur du passé continue de gouverner le présent. Chaque fois que tu te souviens avec colère de ce que quelqu'un a fait, tu permets à cette personne d'avoir encore du pouvoir sur toi. Le pardon coupe ce contrôle et rend l'autorité à ton intérieur. C'est un rappel que ta vie ne dépend pas de ce que les autres ont fait, mais de ce que tu décides de faire avec. Le stoïcien comprend que la vie est trop courte pour la gaspiller à nourrir des rancunes. Chaque minute que tu consacres à la haine est une minute que tu n'utilises pas pour aimer, pour créer, pour grandir. Le pardon libère de l'espace pour la gratitude, pour de nouvelles relations, pour de nouvelles opportunités. C'est comme ouvrir des fenêtres dans une pièce fermée depuis des années. Soudain, l'air entre, la lumière illumine et tout change de perspective. Si tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, tu as besoin de cette étape. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'un des plus grands actes de force. C'est dire clairement, je ne vais pas permettre que mon présent continue d'être dicté par les blessures du passé. C'est déclarer l'indépendance émotionnelle et récupérer. 4. Protéger l'esprit. Une forteresse peut avoir des murs imposants, mais si la porte reste ouverte, tôt ou tard, l'ennemi entre et détruit de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Peu importe combien d'efforts tu mets à grandir ou à maintenir la discipline, si tu ne fais pas attention à ce que tu laisses entrer, tu finiras dominé par des idées, des voix et des stimuli qui érodent ta force intérieure. La société actuelle n'envahit pas avec des armées, elle envahit avec des notifications, des titres alarmistes, des comparaisons sur les réseaux sociaux et des conversations vides qui semblent inoffensives, mais qui s'épuisent lentement jusqu'à affaiblir la clarté. Le stoïcisme enseigne que protéger l'esprit est un devoir aussi important que de prendre soin du corps. Il ne s'agit pas de se renfermer dans un silence absolu, mais de filtrer intelligemment ce qui nourrit et ce qui intoxique. Chaque nouvelle qui ne cherche qu'à générer de la peur, chaque personne qui décharge sa frustration sur toi, chaque réseau social qui vole des heures sans apporter de valeur, sont comme des soldats ennemis qui franchissent la porte ouverte de ta forteresse. Et si tu ne prends pas la décision de la fermer, ils décideront pour toi comment tu dois penser, sentir et agir.
L'esprit est un terrain fertile. Ce que tu y sèmes, y pousse. Si tu plantes des idées de doute, de haine, de peur, ces fruits t'accompagneront chaque jour. Si tu choisis de cultiver des pensées de calme, de but et de résilience, alors tu auras des armes prêtes pour quand les tempêtes arriveront. Protéger l'esprit implique un travail conscient de vigilance, de fixer des limites claires à ce qui entre et à ce qui reste. Parce que tout ce que tu consommes devient une partie de toi, et ce que tu laisses les autres semer en toi définit la qualité de ta vie. La première étape pour protéger l'esprit est d'identifier les sources de bruit. Demande-toi ce qui te laisse épuisé après l'avoir consommé. Cela peut être un journal télévisé qui répète les malheurs sans offrir de solution, un groupe de personnes qui ne parlent que de problèmes, ou même tes propres pensées qui se répètent comme un écho négatif. Reconnaître ces fuites d'énergie est essentiel pour commencer à les fermer. La clarté n'émerge pas sur un terrain contaminé, elle émerge lorsque la terre est nettoyée de tout ce qui empêche de grandir. La discipline stoïcienne propose de choisir ce qui renforce. Consacrer du temps à des lectures qui nourrissent, à des conversations qui ajoutent, à des moments de silence qui ordonnent le chaos interne. Tout ce qui brille n'est pas utile, et tout ce qui divertit ne vaut pas la peine. Nous vivons à une époque où n'importe qui peut crier sur la place publique virtuelle, et si tu ne filtres pas, tu finiras par porter des opinions étrangères comme si elles étaient tes propres vérités. Choisis fermement quelles voix tu permets en toi et lesquelles tu rejettes sans culpabilité. Protéger l'esprit, c'est aussi apprendre à dire non. Non à la discussion qui ne mène nulle part, non à la provocation qui cherche à t'entraîner, non à l'addiction déguisée en distraction. Chaque non que tu prononces clairement est un mur qui se dresse dans ta forteresse intérieure. Et plus ces murs sont solides, plus il sera difficile pour l'extérieur de décider de ta paix. Le stoïcien ne cherche pas à échapper à la réalité, mais il ne se soumet pas non plus à elle comme un esclave. Il apprend à utiliser des filtres et comprend que prendre soin de l'esprit, c'est protéger la racine de toute action. Celui qui néglige son esprit perd la bataille avant de la commencer. Celui qui le protège conserve la capacité de choisir même au milieu du chaos. Et c'est là que réside la véritable liberté. Non pas dans le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la décision ferme de ce qui est permis à l'intérieur. 5. Se concentrer sur l'essentiel. L'eau qui coule partout se disperse jusqu'à perdre sa force, mais lorsqu'elle s'écoule dans un lit solide, elle devient un courant irrésistible, capable de déplacer des montagnes. La vie fonctionne de la même manière. Celui qui disperse son attention dans 1000 directions finit par se fatiguer et se vider, tandis que celui qui concentre son énergie sur ce qui compte vraiment trouve de la clarté, de l'avancement et du sens. La plupart des gens ne sont pas en échec par manque de talent, mais parce qu'ils confondent l'urgent avec l'important et finissent par dépenser leur énergie dans des choses qui ne laissent jamais de traces. Le stoïcisme insiste sur une vérité inconfortable. La vie devient désordonnée lorsque l'on essaie de plaire à tout le monde, lorsque l'on accepte chaque engagement sans réfléchir, lorsque l'on dit oui par peur de déranger. La conséquence est une routine saturée, un calendrier qui étouffe et un esprit qui ne distingue pas entre ce qui construit et ce qui détruit. La racine du désordre réside dans l'incapacité de filtrer, de choisir, de couper l'inutile sans culpabilité. Ordonner signifie prioriser, et prioriser exige du courage pour fermer la porte à ce qui ne mène à rien. Se demander ce qui est essentiel est le début de toute clarté. Posez-vous la question crûment. Quelles activités vous rapprochent vraiment de la vie que vous désirez? Quelles relations renforcent et lesquelles vous épuisent? Quelles conversations construisent et lesquelles drainent simplement votre énergie? La sincérité dans ces réponses est ce qui fait la différence entre vivre concentré ou vivre perdu dans les distractions. Celui qui ne définit pas les priorités devient l'esclave des demandes des autres, donnant ses heures à l'étranger, tandis que ses propres rêves pourrissent en attente. Se concentrer implique d'apprendre à dire non sans peur.
Non aux demandes qui volent votre temps, non à la comparaison qui vous freine, non à l'obligation déguisée en engagement. Chaque non que vous prononcez est une déclaration de liberté, et chaque oui que vous réservez pour l'essentiel est un pas vers la vie que vous voulez construire. Lorsque vous concentrez votre énergie sur quelques actions profondes, la dispersion disparaît et avec elle s'en va la fatigue inutile. Elle est remplacée par une force dirigée, propre, capable de transformer en résultats réels ce qui n'était auparavant que des tentatives dispersées. Le stoïcien sait que le temps est la ressource la plus précieuse et que le gaspiller est la façon la plus silencieuse de ruiner sa vie. Se souvenir de la mort, comme il le conseillait, n'est pas un exercice morbide, c'est une alarme constante qui dit « Ne dépensez pas tout dans le trivial, car chaque jour compte ». La conscience de la brièveté de la vie oblige à couper avec le superflu, avec le besoin de paraître, avec l'urgence de prouver. Ce qui compte vraiment n'a pas besoin de bruit, il se reconnaît en silence et se cultive avec constance. Pour l'appliquer, commencez par un exercice simple. Écrivez chaque matin 3 choses qui méritent vraiment votre énergie et engagez-vous à les faire avant d'ouvrir la porte à toute distraction. Examinez à quoi vous consacrez vos heures et éliminez ce qui ne porte pas de fruits. Comprenez la différence entre bouger sans arrêt et avancer avec direction, car ce n'est pas la même chose. Il y a ceux qui passent la journée à courir après des tâches inutiles, et il y a ceux qui, avec quelques actions conscientes, changent leur destin. Se concentrer sur l'essentiel est ce qui donne de l'ordre à la vie. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui est juste avec toute votre force. Lorsque vous choisissez ce qui a de la valeur et que vous rejetez le reste, vous retrouvez la clarté, la paix et le but. C'est la stratégie stoïcienne qui fait la différence. 6. Nettoyer l'esprit quotidiennement. Un bureau plein de papier, de tasses vides et de poussière accumulée finit par devenir un espace impossible pour se concentrer. Même si tu veux travailler, chaque chose hors de place interrompt et disperse. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il se remplit de pensées en suspens, de tensions non résolues et de préoccupations qui se répètent sans cesse. On essaie d'avancer, mais le bruit interne ne le permet pas, parce que rien n'est en ordre. La clarté mentale ne s'obtient pas en attendant qu'un jour tout se calme, elle se construit avec une habitude consciente. Nettoyer quotidiennement ce qui est superflu. Le stoïcisme ne parlait pas d'accumuler des victoires, mais de garder l'esprit préparé. Un esprit plein de déchets émotionnels est comme une rivière polluée. Il perd sa pureté et finit par entraîner le pire de lui-même dans chaque coin. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur la pratique de la réflexion quotidienne, sur l'examen de ce qui a été vécu, sur le lâcher-prise de ce qui ne dépend pas de soi, et sur le maintien du calme face à l'inévitable. Le nettoyage n'est pas un événement isolé, c'est un processus constant, car chaque jour apporte de nouvelles charges qui, si elles ne sont pas lâchées, deviennent un poids inutile. Nettoyer l'esprit implique de revoir ce que l'on pense avec la même discipline que l'on vérifie l'hygiène personnelle. Tout comme on ne conçoit pas de passer des semaines sans se baigner, on ne devrait pas accepter d'accumuler des pensées nuisibles sans les examiner. La rancune, l'inquiétude pour l'avenir, la culpabilité pour ce qui ne peut plus être changé, tout cela est de la saleté mentale qui s'accumule jusqu'à bloquer l'énergie. Le véritable ordre commence de l'intérieur et celui qui veut avancer a besoin d'un espace intérieur dégagé. Il existe des pratiques simples qui sont puissantes si elles sont appliquées avec constance. Écrire dans un journal, à la fin de la journée, permet de libérer ce que tu ne veux pas garder en mémoire. Méditer quelques minutes en silence nettoie le bruit et ramène au présent. Respirer calmement, en période de tension, ouvre une fissure dans le tourbillon de pensée. Aucune de ces actions n'élimine les problèmes, mais toutes évitent qu'ils ne deviennent un chaos en toi. L'esprit a besoin de ces rituels, comme le corps a besoin de repos, car sans eux, il s'use plus rapidement qu'il ne peut se rétablir. Le nettoyage mental exige également une vigilance. Demande-toi quelles choses tu portes inutilement dans ta journée.
Est-ce vraiment la peine de penser 10 fois à cette dispute? Est-ce utile de tourner en rond sur une erreur qui est déjà passée? Qu'y a-t-il à gagner à se souvenir de ce qui te fait mal si tu n'es pas prêt à le transformer? Ces questions ne cherchent pas à nier les émotions. Elles cherchent à les ordonner, à les mettre à leur place et à éviter qu'elles n'envahissent chaque espace de ton intérieur. Le stoïcien ne réprime pas, mais il ne se laisse pas non plus emporter. Il observe, reconnaît et décide ensuite de lâcher prise. Un esprit propre devient un terrain fertile pour la clarté et l'action. Lorsque tu n'es pas lié à la tension d'hier ni à l'anxiété de demain, tu peux répondre calmement à ce qui se passe aujourd'hui. C'est vivre avec présence, et cette présence est celle qui permet de prendre de meilleures décisions. Celui qui porte trop ne voit pas clairement, mais celui qui nettoie quotidiennement conserve la capacité de distinguer ce qui importe de ce qui est superflu. Si tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, n'attends pas qu'un coup de chance ou un jour parfait arrive pour commencer. Commence par libérer ton esprit de tout ce dont tu n'as plus besoin. Fais de l'habitude de nettoyer un rituel indispensable, comme te laver les mains ou te reposer en dormant, parce que seul celui qui prend soin de ce qu'il pense a la force. 7. Se reconnecter avec la nature et la simplicité. Un arbre n'a pas besoin de décoration pour être majestueux. Il n'a pas besoin de bijoux ni d'artifices, juste de grandir fermement vers le ciel avec des racines profondes dans la terre. La grandeur de la nature réside dans sa simplicité, dans cette façon de nous rappeler que l'essentiel a toujours été à portée de main, même si nous l'avons oublié entre les écrans, le bruit et la précipitation. L'être humain, dans son obsession d'accumuler et de compliquer, s'est éloigné de cette source d'équilibre. Il vit entouré de choses qui promettent le bonheur et finit par perdre ce qu'il y a de plus précieux, la capacité de se sentir comblé par la simplicité. Le stoïcisme comprenait que la nature n'est pas seulement un décor, c'est une enseignante silencieuse. Observez comment le soleil se lève chaque matin sans demander la permission, comment les rivières coulent sans s'arrêter ou comment la graine brise la terre pour devenir vie, est une leçon de constance, de patience et de clarté. Se reconnecter à ce rythme naturel aide à organiser l'esprit, car il rappelle que tout ne dépend pas de la volonté humaine et que l'essentiel n'est jamais compliqué. La vie simple est aussi la vie la plus profonde, car elle élimine les décorations inutiles et laisse ce qui soutient vraiment. Se reconnecter à la simplicité ne signifie pas renoncer à tout ce qui est matériel. Cela signifie apprendre à apprécier l'essentiel. Respirer calmement, marcher en plein air, observer un lever de soleil ou partager en silence avec quelqu'un de vrai sont des expériences qui redonnent de la perspective. Le bruit social fait croire que le bonheur se trouve dans la grandeur, dans le visible, dans le cher. Mais la clarté apparaît dans l'opposé, dans ce qui n'a pas besoin de masque ni d'excès. Lorsque vous parvenez à ressentir la paix dans le minimum, vous récupérez un pouvoir qu'aucune crise externe ne peut vous enlever. Le détachement se renforce également au contact de la nature. Marcher entre les montagnes ou s'asseoir face à la mer rappelle combien nous sommes petits et combien il est inutile de s'accrocher à ce qui est superflu. Cette expérience d'insignifiance n'est pas humiliante, elle est libératrice. Parce que si vous comprenez que vous faites partie d'un tout plus grand, que votre temps est limité et que l'extérieur est hors de votre contrôle, alors vous choisissez mieux comment vivre. Le stoïcien trouvait dans la nature non seulement du calme, mais aussi un guide sur comment accepter l'inévitable avec sérénité. Pratiquer la simplicité exige un acte conscient de couper ce qui intoxique. Moins d'objets que vous n'utilisez pas, moins de conversations qui n'apportent rien, moins de complications créées par le besoin de paraître. La société moderne vend l'idée que posséder plus est égal à vivre mieux, mais l'expérience prouve le contraire. Plus vous accumulez, plus vous dépendez, plus vous vous chargez, moins vous profitez. Le véritable ordre émerge lorsque vous décidez de revenir à l'essentiel et découvrez que la paix n'est pas dans ce qui manque, mais dans ce que vous avez déjà. La reconnexion avec la simplicité peut aussi devenir un rituel quotidien.
marchez pieds nus quelques minutes, éteignez l'écran pour contempler le ciel nocturne. Remerciez un verre d'eau fraîche comme si c'était un trésor, parce qu'en réalité c'est le cas. Ces actes minimes, répétés avec conscience, redonnent au corps et à l'esprit une sensation de calme que rien d'artificiel ne peut remplacer. La vie ordonnée ne se construit pas en accumulant, elle se construit en lâchant prise et en appréciant les petites choses et les détails, quels qu'ils soient. 8. Valoriser et bien utiliser le temps. Le tic-tac constant d'une horloge ne progresse pas pour te rappeler l'heure, mais pour te rappeler que la vie se raccourcit à chaque seconde qui passe. Le temps ne demande pas la permission et n'attend pas que tu sois prêt, il suit simplement son cours. Et pendant ce temps, beaucoup le traitent comme si c'était une ressource illimitée, le gaspillant en distraction, le donnant à des personnes qui ne le valorisent pas, ou le gaspillant en soucis qui ne résolvent jamais rien. L'ironie est que tout le monde dit vouloir plus de temps, mais peu osent prendre soin de celui qu'ils ont déjà. Le stoïcisme l'a bien précisé. La seule chose que nous possédons vraiment est le présent, ni le passé qui n'existe plus, ni le futur qui n'est pas encore arrivé, seulement cet instant qui, si tu ne l'exploites pas, devient de la poussière de mémoire. C'est pourquoi les stoïciens se souvenaient de la mort comme un exercice de lucidité. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour comprendre que la vie est finie et que perdre du temps sur ce qui n'a pas d'importance est une forme silencieuse de suicide. Chaque jour que tu donnes au bruit, à l'inutile, à ce qui ne construit pas, est un jour que tu ne récupéreras jamais. Valoriser le temps signifie auditer comment tu l'utilises. Pose-toi la question gênante. Combien de ton temps est consacré à ce qui transforme vraiment ta vie ? Et combien à ce qui te divertit simplement? La réponse est souvent dérangeante, car elle montre que la plupart des gens consacrent des heures entières à des écrans, à des conversations sans but, à des tâches qui pourraient être éliminées sans que rien ne se passe. Organiser sa vie exige de couper ces vols invisibles. Le temps n'est pas un luxe, c'est l'essence de ce que tu es. Et en prendre soin, c'est prendre soin de toi-même. Bien utiliser son temps ne signifie pas le remplir d'activités, mais lui donner du sens. Certains courent d'un endroit à l'autre toute la journée et arrivent le soir vides, tandis que d'autres font peu de choses mais essentielles et se couchent avec la paix d'avoir progressé. La différence réside dans l'intention avec laquelle tu choisis tes actions. Chaque matin, tu devrais te demander « Qu'est-ce qui mérite mon attention aujourd'hui? Qu'est-ce qui aura un impact? Qu'est-ce qui me rapproche du type de vie que je veux ?» Si tu ne le fais pas, d'autres décideront pour toi et tu finiras par dépenser ton énergie à répondre aux attentes des autres. Le temps est également respecté en posant des limites. Dire non à ceux qui volent des heures sans offrir de valeur, dire non à ceux qui cherchent à profiter de ta disponibilité, dire non à la tentation de te perdre dans les distractions. Chaque non que tu protèges est un oui à ta vie. Et chaque fois que tu priorises l'important, même si cela dérange, tu récupères un fragment de liberté. Le stoïcien comprenait que protéger le temps, c'est protéger la possibilité de vivre avec un but. Valoriser le temps, c'est aussi apprendre à être présent. Il ne sert à rien de planifier un avenir parfait si tu n'es pas capable de vivre cet instant. Le passé n'existe plus et l'avenir n'est jamais sûr. La seule chose réelle est ce moment, et si tu le vis avec conscience, le reste s'arrange. C'est la véritable richesse, non pas la quantité d'heures que tu as, mais l'intensité et la clarté avec lesquelles tu les utilises. Si tu cherches de l'ordre, commence par ton calendrier interne. Arrête de te tromper en pensant qu'il y aura toujours un demain. La vie se consomme aujourd'hui et ce que tu fais avec cette journée définit la direction de tout ce qui vient. Utilise ton temps comme un guerrier qui défend ce qui est sacré, car chaque minute est vie et la perdre sans sens est la plus grande défaite. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de... Imagine que ta vie est une maison construite au milieu d'une tempête.
Tu peux la décorer avec des meubles coûteux, accrocher des tableaux brillants sur les murs et prétendre que tout est en ordre. Mais si les fondations sont fissurées, tôt ou tard, le vent la renversera. C'est ainsi que fonctionne ton existence sans amour-propre. Ce que tu prétends à l'extérieur ne résiste pas à ce qui se passe à l'intérieur. L'amour-propre n'est pas un accessoire, c'est la base solide qui soutient tout le reste. Si tu ne l'as pas, ce que tu construis devient une ruine. Si tu le renforces, même au milieu du chaos, ta structure reste debout. L'amour-propre ne s'agit pas d'un caprice ni de phrases vides de motivation. C'est une position sérieuse face à la vie. C'est décider que tu ne vas pas dépendre des applaudissements des autres pour te sentir valable, parce que le jour où ces applaudissements manqueront, ton monde s'effondrera. Une personne qui ne se place pas au centre de sa propre scène finit par vivre l'œuvre que d'autres écrivent, en interprétant un rôle qu'elle n'a pas choisi, en acceptant des dialogues qui n'ont jamais résonné dans sa voix. C'est pourquoi ce chemin que nous allons parcourir ne cherche pas à te flatter l'oreille, il cherche à éveiller en toi la force que tu as déjà, mais que tu as peut-être oubliée. Parce que l'amour-propre n'est pas attendre que quelqu'un d'autre te valorise, c'est te valoriser toi-même, avec des faits, avec de la discipline et avec la fermeté de poser des limites. Et si tu n'apprends pas à construire cette relation avec toi-même, le monde se chargera de te rappeler que celui qui ne se respecte pas finit toujours par perdre. Mets ta vie au centre de ta scène. Imagine un théâtre plein de monde, les lumières allumées, le rideau ouvert, et toi debout au milieu de la scène. Mais au lieu d'être le protagoniste de ta propre pièce, tu as cédé ce rôle à d'autres. Ils décident quoi dire, quoi ressentir, comment agir, et tu observes depuis un coin comme un simple spectateur de ta propre existence. C'est la réalité de beaucoup de personnes. Elles vivent en suivant des scripts écrits par les attentes des autres, en s'adaptant à des rôles qu'elles n'ont jamais choisis. Le problème est que lorsque tu laisses d'autres occuper ta place centrale, ton histoire perd son sens et ta vie devient une œuvre sans authenticité. Récupérer ta scène signifie revendiquer ton droit d'être l'auteur, le réalisateur et le protagoniste de ta vie, sans demander la permission et sans craindre de décevoir qui que ce soit. Aimer la vie commence par la placer là où elle doit être, entre tes mains. Tu ne peux pas construire un futur épanoui si tu relègues constamment tes besoins au second plan pour plaire aux autres. Les stoïciens le savaient bien. Personne ne peut vivre pour toi. Personne ne peut souffrir pour toi et personne ne peut trouver ton but pour toi. Prétendre que la valeur de ta vie réside dans ce que les autres pensent ou décident, c'est te livrer comme un esclave volontaire. Mettre ta vie au centre signifie reconnaître que tes décisions, tes pensées et tes actions sont celles qui tracent la voie et qu'il n'y a personne d'autre responsable de ton destin que toi-même. Bien sûr, cette position n'est pas confortable, car elle implique de porter le poids de tes choix. Quand tu mets ta vie en avant, les excuses disparaissent. Tu ne peux plus pointer du doigt les autres comme coupables de ton malheur. C'est le coup d'être le protagoniste. Assumer que le bien ou le mal de ton chemin est entre tes mains. Et c'est là que beaucoup reculent, car il est plus facile de vivre en pilote automatique, en blâmant le passé, la famille, la société ou la malchance. Mais si tu choisis de suivre ce chemin, tu ne connaîtras jamais la force qui naît lorsque tu prends le contrôle de ton histoire. Les stoïciens parlaient de l'importance de vivre avec intention, de ne pas gaspiller la vie en distraction ou en complaisance. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous le gaspillons dans ce qui n'a pas d'importance. Si tu mets ta vie au centre de ta scène, cela signifie que chaque jour, tu choisis consciemment où investir ton énergie. Cela signifie que tu arrêtes de vivre pour impressionner et que tu commences à vivre pour grandir. Que tu ne te déplaces plus par peur de la désapprobation, mais par la clarté de savoir ce que tu veux vraiment construire. Regarde-le ainsi. Si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, agis-tu en accord avec ce qui compte vraiment pour toi ou te contentes-tu de suivre un script écrit par d'autres? Mettre ta vie en avant n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de responsabilité.
Il s'agit de comprendre que tant que tu vis en fonction du regard des autres, tu renonces à l'opportunité d'expérimenter ta véritable liberté. Lorsque tu assumes ton centre, tu n'as pas besoin de crier ni de te justifier. Ta présence, tes limites et tes actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Le pratiquer dans la vie quotidienne peut commencer par des décisions simples. Dire non à ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Réserver du temps pour ce qui te nourrit vraiment, même si les autres ne le comprennent pas. Reconnaître tes réussites sans attendre d'applaudissements. Tu n'as pas à changer le monde pour prouver ta valeur. Tu dois te rappeler tous les jours que ta vie t'appartient. Et que la seule scène qui compte est celle qui se lève en toi. Parce qu'au moment où tu te places au centre, tout ce qui ne sert pas se dissout et ce qui reste est l'authentique, ton histoire, ta voix et ta vérité. 2. Fais de ta voix intérieure un refuge et non une tranchée. Imagine que tu vis dans une maison avec des murs qui parlent. Chaque fois que tu fais un pas, ces murs te murmurent des mots. Parfois, ce sont des phrases qui t'encouragent, comme un refuge chaleureux au milieu d'une tempête. Mais d'autres fois, ces mêmes murs deviennent un écho cruel, qui critique, qui blesse et qui te rappelle tes erreurs avec une dureté que personne à l'extérieur ne pourrait égaler. Cette maison, c'est toi, et ces murs sont ta voix intérieure. Si tu la transformes en ennemi, tu vivras en guerre avec toi-même. Mais si tu décides de la transformer en refuge, ta vie se remplit de calme et de force pour affronter ce qui vient. L'erreur commune de beaucoup est de croire que la voix intérieure doit disparaître, qu'il s'agit de la faire taire complètement. Les stoïciens ne pensaient pas ainsi. Ils savaient que cette voix ne s'éteint jamais, mais qu'elle peut être éduquée. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Ta voix intérieure est précisément cette opinion. Si chaque pensée qui surgit dans ton esprit est une balle qui te tire dessus, il n'y aura jamais de paix. Mais si chaque pensée est traitée comme un conseil que tu peux accepter ou rejeter, alors tu trouves le contrôle. Fais de cette voix un allié. Tu n'as pas besoin qu'elle te flatte constamment. Il ne s'agit pas de remplir ton esprit de phrases vides d'optimisme. Il s'agit de te parler avec respect et réalisme. Quand tu échoues, ne deviens pas ton bourreau. Reconnais l'erreur, analyse ce qui a mal tourné et continue. Une voix qui devient un refuge ne cache pas les faux pas, mais ne les amplifie pas non plus. Elle te rappelle que tu es humain, que chaque chute fait partie de l'apprentissage et que l'important n'est pas le coup, mais la façon dont tu te relèves. La plupart des batailles que nous menons ne se déroulent pas dans le monde extérieur, elles se déroulent en nous. Tu peux feindre la confiance devant les autres, mais si ta voix intérieure te répète jour après jour que tu ne vaux pas assez, tôt ou tard cette blessure se reflète dans ta façon de vivre. C'est là que la pratique stoïcienne entre en jeu, entraîner l'esprit à être juste avec toi-même. Si tu ne serais pas capable de parler cruellement à quelqu'un que tu aimes, pourquoi le fais-tu avec toi-même? La cohérence commence par la façon dont tu te parles. Transformer cette voix en refuge signifie aussi la remettre en question. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Souvent, ton esprit répète des jugements hérités d'autres, des critiques que tu as entendues enfant, des comparaisons que quelqu'un a faites de toi, des exigences que la société t'a imposées. Et sans t'en rendre compte, cette voix est devenue l'écho de l'étranger. Mettre ta vie en ordre implique de filtrer ce bruit et de garder ce qui te construit. Lorsque tu y parviens, ta voix intérieure cesse d'être une tranchée qui tire des reproches et devient un mentor qui te guide avec fermeté. Un exercice pratique est de t'arrêter chaque fois que tu te parles durement et de te demander « Dirais-je ces mots à quelqu'un que j'aime ?» Si la réponse est non, alors remplace-les par une version plus juste, pas douce, mais équilibrée. La discipline n'est pas la même chose que la cruauté. Un mentor te corrige pour que tu grandisses, pas pour te détruire. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans la façon dont tu t'accompagnes en silence. Lorsque tu es seul, lorsque tu fais face à une difficulté, lorsque tu commets une erreur, observe le ton de ton dialogue interne. Cela sera la mesure de ta force, parce que le monde peut te critiquer, peut te rejeter ou même peut t'applaudir sans que tu le mérites,
Mais à la fin de la journée, ce qui détermine ta paix est la voix qui résonne en toi. Fais de cette voix un refuge, et tu trouveras un allié qui te soutiendra même dans tes nuits les plus sombres. 3. Construis la confiance en respectant tes propres paroles. Pense à ta parole comme à une clé. Chaque fois que tu promets quelque chose et que tu le tiens, cette clé ouvre une porte vers une version plus forte de toi-même. Mais chaque fois que tu romps ce que tu as dit, cette clé rouille et laisse fermer les portes qui auraient pu te mener plus loin. La confiance ne naît pas de ce que tu dis devant les autres, mais de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Et la vérité est qu'il n'y a pas de trahison plus dure que celle que tu commets contre toi-même lorsque tu promets quelque chose et que tu l'ignores. Tout le monde veut être une personne digne de confiance envers les autres, mais peu comprennent que la véritable confiance commence à l'intérieur. Si tu ne tiens pas ce que tu dis devant le miroir, tôt ou tard, ce manque de fermeté se projette dans tes actions, dans ton travail et même dans tes relations. C'est comme construire un bâtiment avec des fondations en papier, aussi beau soit-il, n'importe quel vent le renverse. Tenir ta parole envers toi-même, c'est mettre de l'acier dans ses fondations, c'est assurer que ce que tu soutiens est solide. Les stoïciens le savaient, il n'y a pas de vertu sans cohérence. Marc Aurèle répétait que la vie devait être alignée avec la raison et les principes que l'on professe. Il ne sert à rien de te déclarer discipliné si, dans le silence de tes jours, tu fais le contraire. Chaque promesse non tenue est un coup porté à ta crédibilité interne, et chaque promesse tenue, aussi minime soit-elle, est une brique dans la construction de ton caractère. Il ne s'agit pas de grands gestes, il s'agit de constance silencieuse. La plupart échouent parce qu'ils se laissent tromper par des excuses confortables. Ils se convainquent que commencer demain est la même chose que commencer aujourd'hui, que ce n'est pas grave s'ils rompent une petite promesse, qu'il y aura du temps plus tard. Mais l'inconscient ne se trompe pas. Chaque fois que tu cèdes, tu enregistres un signal. Je ne peux pas me faire confiance. Et ces signaux s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, l'estime de soi se brise. Au contraire, chaque fois que tu tiens ta parole, même si personne ne le remarque, tu enregistres un message opposé. Je suis quelqu'un qui tient sa parole. Cette voix devient une force silencieuse et peu à peu elle commence à te soutenir, même dans les moments difficiles. L'essentiel ici n'est pas la quantité, c'est le respect. Respect pour ta parole. Ne jure pas des choses que tu sais que tu ne tiendras pas, car cela revient à semer la ruine en toi. Fais des engagements clairs, possibles, et tiens-les avec le sérieux avec lequel tu tiendrais une promesse faite à quelqu'un que tu aimes. Si tu dis que tu feras de l'exercice, fais-le. Si tu décides de travailler sur ton projet, même une demi-heure, fais-le. La grandeur ne vient pas d'un changement abrupt, elle vient de la somme de ces petites victoires quotidiennes qui semblent insignifiantes, mais qui, ensemble, construisent le caractère. Tenir ta parole envers toi-même, c'est devenir ton meilleur allié. Quand tu sais que ce que tu dis se transforme en action, tu n'as plus besoin de te convaincre avec des discours vides, ni de chercher la validation externe. Ta confiance devient inébranlable parce qu'elle est fondée sur des faits. C'est là la véritable liberté, savoir que tu peux compter sur toi-même en toutes circonstances. Et quand tu arrives à ce point, tu découvres qu'il n'y a pas de mur ni d'obstacle qui puisse t'arrêter, parce que ta propre parole est suffisante pour te maintenir debout. 4. Conquiert la liberté en apprenant à dire non. Une rivière ne devient pas un océan en se laissant emporter par chaque détour qu'elle rencontre sur son chemin. Si elle le faisait, elle perdrait son cours, se diviserait en flaques et finirait par disparaître avant d'atteindre sa destination. La force de la rivière réside dans sa capacité à savoir où elle coule et à rejeter ce qui la disperse. Il en va de même pour ta vie. Si tu n'apprends pas à dire non, tu finiras par donner ton temps, ton énergie et ta paix à tout ce qui ne te rapproche pas de ce qui compte vraiment. Le oui constant peut sembler généreux, mais il est souvent la chaîne invisible qui te maintient prisonnier. Dire non n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de clarté. Celui qui ose refuser ce qui ne correspond pas à ses valeurs conquiert une forme de liberté que peu de gens connaissent.
la liberté de choisir son propre chemin. Le problème est que la plupart des gens craignent le rejet. Ils pensent qu'un non brise les liens, déçoit, les fait passer pour égoïstes. Mais la réalité est plus dure. Si tu ne te refuses jamais, tu finis par te perdre toi-même. Le prix à payer pour plaire à tout le monde est de te retrouver vide, portant des responsabilités qui ne sont pas les tiennes et vivant une vie que tu n'as pas choisie. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi passait par le refus de se laisser emporter par les désirs et les demandes externes. Épictète disait que la liberté commence lorsque nous cessons de dépendre de ce que nous ne contrôlons pas. Et l'un des plus grands actes de contrôle réside dans la capacité de décider à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non. Chaque oui que tu prononces sans conviction est une trahison silencieuse de ton but, et chaque non ferme est un rappel que ta vie t'appartient. Dire non est aussi une forme de respect. Respect envers toi, ton temps et ton énergie, parce que tout ne mérite pas ton attention. Toute invitation ne doit pas être acceptée, toute exigence ne doit pas être satisfaite, toute relation ne doit pas être maintenue. Quand tu apprends à refuser sans culpabilité, tu te rends compte que les liens qui comptent vraiment ne disparaissent pas, mais se renforcent. Celui qui te valorise respecte tes limites. Celui qui se fâche parce que tu n'as pas tout accepté n'a jamais été là pour toi, mais pour ce qu'il obtenait de toi. La peur de dire non naît de l'habitude de mettre les autres avant toi. Et cette habitude détruit l'amour-propre. Ce n'est pas un égoïsme sain qui manque, mais un manque de dignité envers ta propre vie. Parce que si tu ne défends pas ton espace, personne ne le fera pour toi. Le monde va toujours demander plus, il va toujours réclamer un peu plus de ton temps, de ton attention, de ton effort. Si tu ne sais pas refuser, ils vont te vider. Et une personne vide ne peut pas aimer, ne peut pas grandir et ne peut pas se soutenir. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne commence par le courage. Il commence par regarder ton agenda et te demander « Est-ce que je fais ça par conviction ou par peur ?» Si c'est par peur, alors la réponse doit être non. Il commence par reconnaître que tu n'as pas besoin de justifier chaque refus, que ta paix est une raison suffisante. Il commence par comprendre que ta vie n'est pas là pour être la monnaie d'échange des attentes des autres. Chaque non prononcé avec fermeté est une porte que tu fermes à l'épuisement, mais aussi une porte que tu ouvres vers ta liberté. Et dans cette liberté, tu découvres un pouvoir que personne ne peut te prendre. Celui de choisir comment, avec qui et à quoi tu veux passer les jours qui forment ton existence. Dire non, c'est défendre ton cours. C'est assurer que la rivière de ta vie ne se perde pas dans des flaques inutiles, mais qu'elle continue à couler avec force jusqu'à devenir un océan. 5. Trace des frontières qui protègent ta paix. Un jardin ne fleurit pas si n'importe qui peut entrer et piétiner ses fleurs. Pour qu'il grandisse fort, il a besoin d'une limite, d'une clôture qui le protège de ce qui le détruit. La paix intérieure fonctionne de la même manière. Tu ne peux pas espérer que ton esprit et ton cœur restent fermes si tu ne traces pas des frontières claires qui protègent ce qui est précieux pour toi. Laisser ta vie ouverte à tout et à tous, c'est inviter le chaos à s'installer en toi. Les frontières ne sont pas des murs qui t'isolent. Ce sont des lignes de respect qui définissent jusqu'où tu vas et où commencent les autres. Beaucoup pensent que poser des limites est un acte de froideur ou d'égoïsme, mais en réalité, c'est un acte d'amour de soi. Celui qui ne sait pas les établir finit par porter des responsabilités étrangères, tolérer des comportements nuisibles et permettre aux autres de décider pour lui. La vérité est qu'il n'y a pas de paix possible sans le courage de dire « pas ici ». Les stoïciens comprenaient que la sérénité dépendait du contrôle de soi et de la clarté pour distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Marc Aurèle écrivait que nous ne devions pas permettre que les actions des autres perturbent notre esprit. Et c'est précisément ce que tu accomplis avec des limites fermes. Protéger ton espace intérieur de tout ce qui n'est pas sous ton contrôle. Personne ne peut te voler la paix si tu ne la lui donnes pas.
Le problème est que beaucoup de gens confondent patience et endurance illimitée. Ils pensent qu'être bon signifie tout supporter, même ce qui les blesse, mais la véritable bonté ne consiste pas à se sacrifier, mais à vivre en cohérence. Lorsque tu te permets de franchir constamment tes propres limites, ce que tu démontres n'est pas de l'amour, mais de la faiblesse. Et cette faiblesse te coûte tôt ou tard sous forme de ressentiment, d'anxiété ou de fatigue extrême. Tracer des frontières, c'est aussi reconnaître ta valeur. Si tu laisses n'importe qui parler de toi avec mépris, envahir ton temps sans considération ou te manipuler avec de la culpabilité, ce que tu dis en silence, c'est que ta vie vaut moins. Le respect que les autres te donnent est le reflet du respect que tu te demandes à toi-même. C'est pourquoi celui qui apprend à poser des limites commence à remarquer un changement profond. Il attire des relations plus saines, éloigne ce qui lui enlève et gagne en clarté pour consacrer son énergie à ce qui compte vraiment. Pratiquer ce principe ne nécessite pas de discours agressif, mais une fermeté constante. Cela signifie apprendre à dire non calmement, sans avoir besoin d'explications interminables. Cela signifie abandonner l'idée que tu dois justifier ton droit à être en paix. Cela signifie savoir te retirer d'une conversation toxique, d'un engagement qui te vide ou d'une personne qui n'apporte que des conflits. Chaque fois que tu choisis ta tranquillité sur l'approbation externe, tu renforces la clôture de ton jardin intérieur. N'oublie pas que tracer des frontières ne protège pas seulement de l'extérieur, cela ordonne aussi l'intérieur. Cela t'oblige à revoir ce que tu acceptes, ce que tu tolères et ce que tu es prêt à laisser derrière toi. Et dans ce processus, tu découvres quelque chose d'essentiel. La paix ne se trouve pas, elle se construit. Elle n'apparaît pas de nulle part. Elle se cultive jour après jour dans la manière dont tu décides de prendre soin de toi. Au final, celui qui ne protège pas son jardin finit par perdre ses fleurs. Mais celui qui trace des frontières découvre que la paix ne dépend pas de l'ordre extérieur, mais de la force d'empêcher ce qui est à l'extérieur de détruire ce qui vit à l'intérieur. Tes limites sont l'affirmation la plus claire que ta vie mérite du respect, et tant que tu les maintiens, ta paix sera un territoire sacré que personne ne pourra envahir. 6. Libère-toi de ceux qui ne savent que soustraire. Un bateau qui navigue chargé de lest n'atteint jamais sa véritable destination. Quel que soit le cap fixé par le capitaine, quel que soit le vent qui souffle en sa faveur, ce poids inutile le fait couler peu à peu et le rend lent, maladroit et vulnérable face à n'importe quelle tempête. Il en va de même pour les personnes que tu portes dans ta vie et qui ne font que soustraire. Elles se présentent comme une compagnie, mais en réalité, elles sont des ancres déguisées en soutien. S'accrocher à elles, c'est comme vouloir voler avec des pierres dans les poches. Il est impossible d'avancer librement. Se libérer de ceux qui ne font que soustraire n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie. Beaucoup confondent la loyauté avec la résignation et se convainquent qu'ils doivent supporter des liens qui les épuisent, parce qu'à un moment donné, ces personnes étaient là, ou parce qu'il existe un engagement tacite. Mais l'amour-propre exige de la clarté. Si quelqu'un éteint ton énergie, bloque ta croissance ou blesse ta valeur, le garder près de toi, c'est te saboter toi-même. Les stoïciens savaient que l'environnement façonne l'esprit. Épictète conseillait d'éviter ceux qui corrompent la discipline ou déviennent de la vertu. Non pas parce qu'il détestait les gens, mais parce qu'il comprenait que la compagnie que tu choisis peut renforcer ou détruire ton caractère. Si tu passes trop de temps avec ceux qui critiquent, manipulent ou soustraient, tôt ou tard, leur voix devient un écho en toi. Et alors, tu n'as plus besoin qu'on te détruise de l'extérieur, parce que tu as appris à le faire tout seul. Le problème est que nous justifions souvent ces personnes. Nous disons qu'ils sont de la famille, qu'ils sont dans notre vie depuis des années, qu'ils changeront peut-être. Mais la réalité est que les faits pèsent plus que les promesses. Une personne qui te vole constamment la paix ne cesse de le faire parce que tu le souhaites. La laisser entrer à chaque fois, c'est lui ouvrir la porte à l'usure. Et l'usure silencieuse est la plus dangereuse, parce qu'elle la normalise jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles vide, sans savoir comment tu es arrivé là.
Te libérer ne signifie pas haïr, ni souhaiter du mal. Cela signifie lâcher prise. Cela signifie comprendre que tu n'as pas à traîner des liens qui ont déjà accompli leur cycle. Cela signifie reconnaître que ta vie est trop courte pour la gaspiller à soutenir ce qui t'affaiblit. Il ne s'agit pas d'accumuler du ressentiment, mais de faire de la place. De la place pour ta croissance, pour de nouvelles connexions, pour la tranquillité que tu mérites. En pratique, se libérer commence par une étape simple. Identifier. Demande-toi qui apporte et qui consomme. Non pas d'un point de vue égoïste, mais avec la clarté de reconnaître si cette relation te rapproche ou t'éloigne de ta meilleure version. Une fois identifié, l'étape suivante est de mettre de la distance. Parfois ce sera graduel, parfois ce sera définitif, mais ce sera toujours nécessaire. Parce que la vie ne te récompense pas pour la patience mal comprise, mais pour le courage de rompre avec ce qui te tire vers le bas. Beaucoup craignent de se retrouver seuls s'ils s'éloignent de ceux qui soustraient, mais c'est une illusion. La solitude temporaire qui survient après être écarté de liens toxiques est un pont vers des relations plus saines. C'est le silence nécessaire pour entendre ta propre voix, sans interférence. Et quand tu apprends à te soutenir dans ce silence, tu découvres que tu n'as jamais été vraiment seul. Ce qui manquait, c'était ta propre compagnie. Celui qui se libère de ce qui soustrait découvre une légèreté qu'il ne connaissait pas. Il marche plus vite, respire plus profondément, pense plus clairement. Et cette légèreté n'est rien d'autre que le poids de la vie vécue en cohérence. Parce que tu ne peux pas avancer vers ta destination si tu portes avec toi des charges qui ne t'appartiennent pas. Le bateau qui apprend à lâcher le lest trouve la force d'atteindre l'océan. Et toi, en te libérant de ceux qui ne savent que soustraire, tu trouves enfin la liberté d'avancer vers ce que tu mérites. 7. Remplacer le juge interne par un mentor sage. Un miroir peut être un allié ou un ennemi. Si chaque fois que vous vous regardez, vous ne voyez que des défauts, le reflet devient un bourreau impitoyable. Mais si vous l'utilisez pour observer clairement, le miroir se transforme en un outil de croissance. C'est ainsi que fonctionne votre voix intérieure. Elle peut être un juge impitoyable qui vous condamne à chaque pas, ou un mentor sage qui vous guide vers une meilleure version de vous-même. Le choix ne réside pas dans ce qui vous arrive, mais dans la façon dont vous décidez d'interpréter votre propre regard. Beaucoup vivent sous la tyrannie de ce juge interne qui n'est jamais satisfait. Une voix qui critique sans cesse, qui rappelle chaque erreur et qui magnifie chaque faiblesse. Ce juge est impitoyable, il n'accorde pas de seconde chance et ne reconnaît pas les progrès. Il est curieux que vous ne parleriez jamais avec la même dureté à quelqu'un que vous aimez. Cependant, avec vous, vous n'avez pas de compassion. Et ce déséquilibre devient un poison silencieux qui détruit votre confiance. Le stoïcisme enseigne que ce qui nous affecte ne sont pas les faits, mais l'interprétation que nous en faisons. Si votre voix intérieure transforme chaque faux pas en une condamnation, vous vivez enfermé dans votre propre esprit. Mais si vous apprenez à remplacer le juge par un mentor, chaque faux pas devient une leçon, chaque erreur, un rappel de comment s'améliorer, chaque faiblesse, un domaine de travail. Le même fait peut être utilisé pour vous enfoncer ou pour vous relever, et la différence réside dans l'attitude avec laquelle vous vous parlez. Changer le juge interne ne signifie pas vous tromper avec un optimisme vide. Il ne s'agit pas de vous répéter que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Un mentor sage ne vous ment pas mais ne vous détruit pas non plus. Il indique fermement ce que vous devez corriger, mais il le fait avec l'intention de vous aider à grandir, pas de vous enfoncer. C'est la différence cruciale. Le juge punit, le mentor guide. Et votre tâche est d'éduquer cette voix intérieure jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un fouet et devienne une boussole. Le problème est que la plupart des gens ne remettent pas en question cette voix. Ils croient que tout ce qu'ils pensent est vrai, que si leur esprit leur dit qu'ils ne valent rien, alors c'est vrai. Mais les pensées ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. Et ces interprétations sont souvent contaminées par des expériences passées, des critiques d'autrui et des croyances qui ne vous appartiennent pas.
C'est pourquoi, chaque fois que votre juge interne parle, demandez-vous, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que cela me paralyse? Si cela ne fait que vous enfoncer, ce n'est pas de la sagesse, c'est du bruit que vous devez transformer. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne exige de la conscience. Cela exige de vous arrêter au milieu de la critique interne et de la rediriger. Si vous échouez à quelque chose, au lieu de vous répéter « je suis inutile », changez-le pour « cela a mal tourné, j'ai besoin de m'améliorer à ce niveau ». Le changement semble petit, mais l'impact est énorme. Parce qu'au lieu de vous condamner, vous vous donnez des outils pour avancer. Et avec chaque ajustement de cette voie, votre confiance se renforce. Un mentor sage en vous célèbre également vos progrès. Il n'ignore pas vos réalisations et ne les minimise pas. Il reconnaît l'effort que vous avez fait, même s'il reste encore du chemin à parcourir, parce que la motivation ne naît pas de coups constants, mais d'un mélange d'exigence et de reconnaissance juste. C'est cette voie qui vous pousse à continuer à grandir sans tomber dans le piège de l'autodestruction. Lorsque vous remplacez le juge interne par un mentor, votre esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un atelier d'apprentissage. Vous ne vivez plus en vous défendant de vous-même, mais en travaillant avec vous-même. Et ce changement transforme tout, parce que vous découvrez que la plus grande force ne vient pas de vaincre les autres, mais de devenir votre propre allié. 8. Fais de l'auto-soin ton rituel de pouvoir quotidien. Un guerrier ne va pas au combat avec une armure brisée ou un corps faible. Avant de faire face au monde, il doit préparer ses armes, renforcer ses muscles et aiguiser son esprit. Toi aussi, tu mènes des batailles tous les jours, au travail, dans tes relations, dans tes décisions. Et si tu arrives à ces batailles sans prendre soin de toi, sans énergie et sans clarté, tu deviens ton propre ennemi. L'auto-soin n'est pas de l'indulgence, c'est l'armure qui te protège et la source qui nourrit ta force. Le transformer en rituel quotidien, c'est affirmer que ta vie mérite attention, respect et discipline. Le problème, c'est que beaucoup confondent l'auto-soin avec le confort. Ils pensent qu'il s'agit de se reposer sans mesure, de chercher des plaisirs immédiats ou d'éviter les responsabilités. Mais le véritable auto-soin est exigeant. Cela signifie dormir le nécessaire même si tu veux rester devant l'écran, manger ce qui nourrit même si c'est plus facile de manger ce qui est nocif, exercer ton corps même si la paresse t'appelle. C'est de la discipline appliquée à toi-même, parce que tu reconnais que ton corps et ton esprit sont la base de tout ce que tu fais. Les stoïciens comprenaient que la force de l'esprit dépendait aussi de la force du corps. Ils ne cherchaient pas l'excès ni le luxe, mais l'équilibre. Marc Aurèle parlait de prendre soin de l'esprit comme d'un espace sacré et de maintenir le corps prêt à accomplir son devoir. L'auto-soin quotidien est exactement cela. Un rappel que la vie ne se soutient pas par la négligence, mais par une préparation constante. Chaque action que tu fais pour prendre soin de toi est une déclaration silencieuse d'amour de soi. Faire de l'auto-soin un rituel implique de la constance. Il ne suffit pas de prendre soin de toi de temps en temps, comme si c'était une récompense pour avoir trop supporté. Il doit s'agir d'une pratique quotidienne, aussi naturelle que respirer. Tout comme un guerrier aiguise son épée chaque matin, tu as besoin de nourrir ton esprit avec des pensées claires, ton corps avec de l'énergie et ton esprit avec du calme. La répétition transforme le soin en habitude et l'habitude en pouvoir. Pense à ta journée comme à une bataille que tu ne peux pas éviter. Avec quelles armes te présentes-tu? Si tu arrives épuisé, avec l'esprit plein de bruit et le corps négligé, tu perds avant de commencer. Mais si tu te consacres chaque jour à prendre soin de ton énergie, de tes pensées et de ta paix, tu arrives préparé. Et cette préparation ne te permet pas seulement de résister, mais d'avancer avec assurance. L'auto-soin, c'est aussi poser des limites. C'est reconnaître quand tu as besoin de t'arrêter, quand tu dois t'éloigner de ce qui te draine, quand il est temps de recharger avant de continuer. Ne pas le faire, c'est comme demander à un cheval de courir sans eau ni repos. Tôt ou tard, il s'effondre.
Tu n'es pas une machine, tu es un être humain, et prendre soin de toi n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. En pratique, tu peux commencer par de petites actions mais constantes. Consacre quelques minutes à respirer en silence, à lire quelque chose qui nourrit ton esprit, à bouger ton corps, à être reconnaissant pour ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'heures, tu as besoin d'intention. L'important est qu'il y ait chaque jour un espace, aussi minime soit-il, réservé exclusivement pour toi. Cet espace devient une racine, et de cette racine grandit tout le reste. Quand tu fais de l'auto-soin un rituel quotidien, ta vie change de manière profonde. Tu n'arrives plus à chaque jour en te traînant, mais préparé. Tu n'attends plus que les autres te soutiennent, parce que tu as appris à te soutenir toi-même. Et cette capacité est du pur pouvoir. Le pouvoir d'affronter le monde avec clarté, avec force et avec la certitude que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, tu auras toujours un lieu de soin et de force auquel revenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si